Bien, mais d'abord, je voulais remercier toutes les personnes présentes autour de la table qui ont tous un rapport avec les 50 ans de la naissance de la commission du film, puisqu'il y a un certain nombre de présidents et de présidentes de la commission du film, passés et actuels. Et puis, il y a également Jean-Claude Batz, qui était à l'origine, quelque part, de cette commission qui s'est créée en 1967. Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment s'est créée la commission du film? Alors, brièvement, je n'ai jamais été président de la commission, ni même membre. J'ai préparé l'appareil institutionnel. Mais je voudrais rapidement ici rendre hommage et reconnaître les mérites, ce qui n'est pas le cas souvent, des hommes politiques qui ont été mêlés à l'entreprise. Le premier que je citerai est Pierre Vermeulen, qui fut le président de la Cinémathèque, qui fut ministre dans tous les gouvernements de l'après-guerre et qui était président du centre d'études sous les auspices duquel j'ai organisé le colloque de 63, qui est un colloque fondateur. Un colloque donc sur le cinéma belge. Oui. À ce colloque, il y a eu un président des débats qui était le gouverneur de Clercq. Le gouverneur de Clercq de la province d'Anvers avait créé le festival d'Anvers du cinéma et était aussi très lié à la chose cinématographique. Je crois qu'il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Parce que par la suite, il a été de toutes les démarches auprès des gouvernements successifs pour faire créer les institutions, ouvrir les budgets et augmenter les budgets, ce qui n'a pas été sans mal. Il y a enfin le Premier ministre de l'époque qui était Théo Lefèvre et qui a couvert d'une sympathie évidente toutes les allées et venues de l'opération. Voilà. Alors, pourquoi cette nécessité de créer une commission du film en 67? Alors, j'ajoute, il y a le personnage principal que je devrais citer, je ne l'ai pas encore cité. Le gouvernement de Théo Lefèvre rentre en fonction à l'automne 64. À ce moment-là, il est mis en minorité, il tombe. Il n'y a plus de gouvernement. Mais avant que disparaisse l'institution, un obscur sous-secrétaire d'État à la culture flamande crée rapidement pour la culture flamande une commission du film et un conseil supérieur du cinéma. Il faut lui rendre hommage car c'est à lui qu'on doit la commission du film en définitive, c'est Renate van Elsland. Pourquoi dans ce colloque, la conclusion c'est qu'il faut qu'il y ait des aides publiques et culturelles pour le cinéma? Oui, mais Eric Van Buren. Mais pourquoi la commission du film? Contrairement aux États-Unis, où il y a assez de public pour que le cinéma existe, l'Europe est une mosaïque de culture. Donc on a eu immédiatement compris, c'est la suite du plan Marshall, qu'il fallait des aides culturelles. Et donc la commission du film s'est installée, comme en France le CNC, ou dans d'autres territoires. Sans les aides culturelles, le cinéma européen n'existe pas. Alors, on va revenir sur cette question de l'Europe et du cinéma européen qui me semble important, puisque autour de la table aussi, il y a plusieurs personnes qui ont œuvré pour le cinéma européen, mais je passe tout de suite la parole à Henri Rohan, qui fut président de la commission du film. Est-ce que vous pouvez, Henri Rohan, nous résumer votre mandat? Quels étaient les enjeux quand vous étiez président de la commission? En fait, donc, je suis entré en fonction en 2002 sur la demande, la proposition d'Henri Ingberg et du ministre Val Mifeo à l'époque. Et c'est un moment clé, il y a beaucoup de moments clés, mais c'est un moment intéressant parce qu'effectivement, il y a peu de temps, le programme Média, programme européen de soutien à l'audiovisuel, a été mis en œuvre. Il se fait que j'étais impliqué dans la mise en œuvre du programme, j'étais responsable de la mise en tout cas l'animation du secteur, de la section cinéma ou des projets cinéma dans le cadre du programme Média. Et je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles Henri Ingberg m'a proposé cette présidence, puisque clairement, il était important pour un petit pays comme nous,
d'ailleurs pour les autres pays européens aussi, d'exploiter les synergies que présentait les ouvertures apportées par le programme Média. En même temps, ça nous confrontait effectivement à un certain nombre de problèmes ou de facteurs en tout cas. Cette ouverture et cette possibilité d'ouverture à l'Europe pouvait être un piège, dans la mesure où ça pouvait être le piège des grands superproductions, coproductions, des Europudding, on met un peu une idylle à Londres entre un Italien et un Grec, peu importe. Et donc, ça, à la fois, c'était un piège sur le plan culturel, c'était un piège sur le plan économique, parce que ce n'est pas sur ce terrain-là que le cinéma européen pouvait exister. Donc, ça accentuait encore, pour nous, au niveau de la commission du film, la nécessité de promouvoir un cinéma original, un cinéma spécifique, qui n'essaye pas stupidement et vainement d'entrer en confrontation avec les grandes cinématographies, et en particulier avec la grande cinématographie américaine, mais effectivement de puiser son inspiration dans une originalité, dans une nouveauté, dans une approche différente, dans des spécificités propres. Donc ça a été vraiment, je dirais, le moteur de... Je ne dis pas que les commissions précédentes n'avaient pas le même souci, mais là, il y avait évidemment, comme je disais, un stimulant supplémentaire. Le problème auquel très vite on s'est trouvé confronté, comme certainement toutes les commissions avant celle-là et après, c'est évidemment le problème du budget. Le budget toujours insuffisant. Et à l'époque, les membres de la commission que je présidais ont adopté une position assez radicale, de dire notre responsabilité à nous, ce n'est pas la gestion financière du département. Nous ne voulons pas instituer un concours qui soit une compétition entre les professionnels. Les films ont à être, ou les projets plutôt, ont à être appréciés en fonction de leur spécificité, de leur qualité propre, etc., et pas un classement éliminatoire, avec évidemment des exigences de qualité. Voilà, donc ça a créé évidemment à la fois des problèmes, certainement, et en même temps un dialogue assez riche et assez intéressant avec le politique, avec des irritations parfois, mais aussi beaucoup de réflexions mutuelles et beaucoup de rencontres mutuelles. L'autre aspect nouveau, relativement nouveau, c'était l'ouverture et la nécessité de collaboration avec les chaînes de télévision telles que ça se pratiquait déjà dans les pays voisins. Et dans cette commission, il y a eu un pas qui a été, l'invitation à titre d'observateur des trois acteurs télévisuels de l'époque, la RTBF bien sûr, RTL TVI et Canal+, pour effectivement tenter de favoriser les synergies. On a été amené aussi, en raison du nombre de plus en plus grand de projets, problème que mes successeurs ont encore éprouvé plus vivement que moi, à effectivement à ce moment-là créer deux sections, tout en ayant une plénière, l'une consacrée effectivement à la fiction et l'autre au documentaire. Je vais passer la parole à Marion, peut-être pour qu'on puisse enchaîner sur sa présidence, à Marion Ancel, donc, qui, en rebondissant peut-être sur deux points que vous venez de dire, Henri, c'est la question de la singularité des projets. Est-ce que c'est toujours ça qui reste à défendre? La question des coproductions, et donc comment est-ce qu'un film peut trouver sa viabilité aussi dans le tour de table économique, et puis la question du budget du ministère. Donc là, puisque Henri a abordé cette question aussi, comment est-ce qu'on rentre dans le budget de la Commission par rapport aux projets qui sont présentés? Mais c'est-à-dire, quand Henri Ingberg m'a proposé la présidence, j'étais quand même fort jeune, une femme, peut-être la première présidente. Et j'ai hérité des membres de la commission qui étaient membres. Et Henri m'a passé le bébé, ok, très bien, mais c'était un peu compliqué. D'abord parce qu'il y avait
comme Henri l'a bien expliqué, il y avait eu des promesses d'aide et en toute sincérité, la commission d'Henri avait décidé, voilà, ces projets-là sont valables, on leur promet de l'argent. Mais le budget ne le permettait pas. Donc moi, j'hérite d'un bébé où il y a un trou, mais un gros trou. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas, il faut gérer un budget, mais il faut d'abord financer les projets à qui on a promis, parce que sinon, c'est pas juste. En plus, j'hérite d'une commission qui siégeait depuis très longtemps. Entre autres, il y avait les représentants de télévision, il y avait des personnes avec nettement plus d'envergure et de poids que moi, Dimitri Balachov, Jacqueline Aubenas, Jacqueline Pierreux, tralali, tralala, et que des gens que j'aime bien. Et puis, moi, je me trouve là, mais moi, j'avais plein d'idées. Mais chaque fois que je disais, oui, mais je pense que... On me disait, oui. Bon, ok. Donc là, mon premier mandat, à part, je jugeais d'une manière différente que Henri, la commission d'Henri, je jugeais que mon mandat était une responsabilité financière par rapport à la fédération Wallonie-Bruxelles. Je disais, Marion, tu as un budget de autant. Il n'y avait qu'une présidente à l'époque, ou un président, pour tous les créneaux. Donc ton budget est d'autant. Bon, donc pour moi, je ne pouvais pas dépasser ce budget. Même si on devait juger ensemble en disant, c'est un projet magnifique, mais bon, on n'a pas l'argent. Donc, je voulais tenir en ligne de compte ces deux choses. Mais j'ai déjà dépassé mes 3 minutes, non? Bon, on va revenir à toi plus tard. On peut peut-être passer la parole à Dan, à moins qu'Éric veuille intervenir. Si ma mémoire est bonne, en fait, Henri a eu le courage, avec le reste de la commission, de volontairement dépasser le budget de la commission. Et c'est pour faire pression sur le politique. Pour faire pression sur le politique. Mais à ce moment-là, le politique bouge. La communauté française va être dirigée par Loreton Collings. Et non, avec... ça c'est plus tard. Non. Et avec le caractère qu'elle a, elle s'est opposée à accepter le dépassement de la commission. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, toi et moi, on a été la voir. Ça, c'est mon deuxième mandat. Pour dire, c'est ton deuxième mandat. Ah oui. Quand on a tout chamboulé. Donc pendant un temps. Quand on a tout chamboulé, c'est mon deuxième mandat. Pendant un temps, tu as fonctionné. Ah, bon, ma mémoire si, j'ai fonctionné sans pouvoir rien innover. Ah, d'accord. Parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs personnes autour de la table. Point de vue chronologique, c'est vrai que c'est en 2006 que j'interpelle publiquement Laurette Ankelings au moment du bilan de la commission de sélection pour lui exposer publiquement ce point de vue sur la gestion du budget. Donc les répercussions, effectivement, ont survenu plus tard, mais pas immédiatement au moment où tu as repris le flambeau. Mais en tout cas, il y a un point commun entre Marion Ancel et Dan Cuquier. Non seulement vous avez tous les deux été président de la commission, mais vous avez été tous les deux à 2 reprises pour des mandats qui n'ont pas été successifs, avec une interruption entre 2 mandats. Et donc, est-ce que, Dan, tu peux nous dire qu'est-ce que tu retiens de ces 2 mandats dans les enjeux de la commission? On a déjà vu dans le tour de table qui a commencé, qu'il y a la question du budget qui se pose, un nombre de films, le point de vue d'une cinématographie petite, non pas en talent, mais en territoire, et donc les moyens pour ces films. Ce qui vient d'être décrit, c'est des combats qui ont été menés et qui étaient, d'une certaine manière, déjà aboutis. On n'avait pas les montants qu'on voulait, mais l'organisation se faisait. Et moi, je veux dire que j'étais véritablement au pied d'une période d'âge d'or. Tout a bien été. Donc fondamentalement, moi je n'ai connu que la montée du cinéma, on ne se disputait jamais, c'est pour ça que j'ai été rappelé du reste, parce que tout se passait tellement bien. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer les premiers budgets, enfin pas tout à fait les premiers des frères, j'ai vu apparaître Joachim Lafosse, Chantal Ackerman a présenté un projet, Lucas Belvaux a présenté sa trilogie, donc on a fait des choses qui étaient quand même assez audacieuses, parce qu'on était en accord avec les projets qui étaient là. Et puis alors, dans cette espèce de mouvement qui montait, on a eu quelques augmentations
augmentation budgétaire aussi. Mais même en plus de ça, on a inventé des choses. Henri Imbert a inventé le 3e collège. C'était quand même une espèce d'idée qu'on pouvait avoir des super quelque chose. Et puis il a même inventé... C'est de rappeler, parce que tout le monde qui nous écoutera, c'est pas ce que Alors, le collège. Donc le premier collège, c'était les gens qui sortaient de l'université, des écoles de cinéma, qui n'avaient jamais fait de film, etc. Premier long métrage. Premier long métrage. Le deuxième collège, ont déjà fait un long métrage. Et puis alors, il y a eu le 3e collège. Je crois que c'est avoir fait déjà 2 ou 3 longs métrages. Je ne me souviens plus exactement. Mais alors, c'était vraiment une période où on avait l'impression que les choses allaient se développer et qu'effectivement, on rencontrait des palmes à Cannes. On était dans une période véritablement tout à fait porteuse. Le cinéma se portait bien dans nos espoirs et dans nos succès. Et puis alors, il y a eu, même de temps en temps, c'est à partir de ce moment-là qu'est apparu au niveau du court-métrage des tentatives assez marginales. Et Henri Imbert a inventé, je me souviens, la première commission du film expérimental. Et comme c'était à ce point marginal, il a estimé qu'une commission réduite à deux commissaires était suffisante. Il n'y en avait que 2, lui et moi. Alors donc, et comme j'étais censé faire un avis, donner un avis, je lui donnais un avis qu'il approuvait, puisque c'était lui qui m'avait dit au départ, j'ai choisi ce projet. Et donc, ça n'a pas duré très longtemps. On a après réalisé, on a confié à Éric une véritable commission. Mais donc, ce que je veux dire que à peu près donc je l'ai fait pendant 6 ans, j'ai été prolongé pendant 6 ans, puis il y a eu une période de viduité de 3 ans à peu près, puis j'ai été rappelé, j'ai siégé encore pendant 6 ans. Je peux dire que pendant ces 10-15 ans, on a connu le meilleur de l'impression que tout était possible. Après est arrivé, en la fin, est arrivé le tax shelter, les considérations économiques ont changé, les écoles se sont structurées, etc., etc. Mais c'était une période où, véritablement, on manquait de budget dans la quantité, mais fondamentalement, les choses se passaient véritablement de manière plutôt heureuse. Alors, on va revenir là-dessus, parce que tu as parlé d'âge d'or. Donc, est-ce que l'âge d'or se poursuit ad vitam, ou est-ce qu'il y a des difficultés? Aujourd'hui, ce serait intéressant de voir aussi, dans le tour de table, les questions qui se posent aujourd'hui pour notre cinématographie. Mais je continue d'abord le tour de table avec Chantal Pirello, donc pour parler de sa présidence. Mais en fait, moi, j'étais dans l'avant et l'après d'Anne. Donc, j'ai eu un mandat de 3 ans entre tes deux longs mandats. Tu viens tout à fait de résumer l'âge d'or que j'ai connu, avec le premier court-métrage de La Fosse et son premier lancement, Luca Bellevaux, etc. Par contre, Henri qui m'avait proposé ce mandat, c'était dans le cadre de la naissance du tax shelter, et c'était toujours avec ces fameuses enveloppes budgétaires qu'il fallait réserver, qu'il fallait respecter. Donc je me souviens quand même de certains coups de téléphone que je donnais en sortant de la commission, alors qu'on devait voter, en disant « Henri, on n'en sortira pas », et puis c'était « Chantal, il faut gérer ton budget ». Et puis on s'arrangeait entre nous, mais c'était toujours un peu crève-cœur. Mais très très belle époque, avec beaucoup de palmes d'or à la clé, qui évidemment arrivait 3-4 ans après. Mais et alors des membres fantastiques autour de la table qui étaient à la fois d'une probité et d'une intégrité dans leur diagnostic, ce qui a toujours été le cas, je pense, indépendamment qu'ils soient impliqués ou non indirectement, parce que chacun des membres avait parfois un projet à la session précédente ou à la session suivante qui n'avait pas été soutenu. Donc c'était très très intéressant et très très porteur comme période. Alors je vais paraphraser Dan, parce que j'ai lu un de ses interviews précédents où il disait que la meilleure récompense pour un président, est-ce que vous pouvez le confirmer, c'est d'avoir lu un scénario et puis de voir le film terminé quand il est réussi, quand il va à Cannes. Oui, ça c'est fantastique. C'est fantastique. Et je crois aussi quand même que on voit la différence. Tous n'arrivent pas là, évidemment et malheureusement. Mais assez vite, il y a un consensus sur les X bons scénarios qui doivent être sur le haut du panier. Et puis c'est là que ça devient difficile de trancher, quoi. Alors on poursuit toujours ce tour de table avec la présidente actuelle, Joëlle Lévy, donc qui a la responsabilité de présider la commission du film, donc dans le mandat en cours. Donc quels sont les enjeux actuels, justement comment est-ce qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre le budget, le nombre de projets, l'évolution du cinéma belge francophone? Je pense qu'aujourd'hui, la Commission vit l'effet de la mondialisation, ou du moins de
l'ouverture des frontières et d'une cinématographie de plus en plus internationale, et donc une grande compétition au niveau des films et des financements. Ce n'était pas aussi clair au moment où je suis rentrée en poste en 2011. Je pense que j'ai hérité évidemment de tous les cinéastes qui ont été développés par mes prédécesseurs. Mais je pense que ça, c'est un élément, donc effectivement, et qui est en train de se renforcer actuellement, c'est la difficulté du financement qui a un impact sur, évidemment, toute la création comme telle. Je pense que ce qui est ma période aussi, je dirais que c'est peut-être pas très drôle, mais c'est une structuration de la commission pour essayer de dégager les membres de la commission des préoccupations financières en se disant on donne combien à celui-là, on donne combien pour arriver à rentrer dans l'enveloppe, parce que je pense qu'effectivement la dimension budgétaire, elle sera toujours présente dans n'importe quelle commission. On a un budget, il faut arriver à rentrer dans le budget, à financer les projets qu'on pense être des projets prêts ou des projets qui vont, ou des réalisateurs qui vont, des nouveaux réalisateurs. Donc la question budgétaire, elle est toujours là. Je pense que ma période, c'est de voir comment on peut faciliter à la fois le rôle des membres en les déchargeant de cette responsabilité financière, c'est-à-dire que malheureusement, je suis obligée chaque fois de leur dire en début, on peut financer 2 projets ou peut-être 3, ou pas du tout, parce que ça aussi, c'est le grand changement que je pense qui est en cours, enfin qui est actuel, c'est que nous n'avons pas plus l'obligation d'engager l'enveloppe, le budget dans l'année. Et au début de mon mandat, c'était problématique parce qu'en fait, sur certaines commissions, les projets sont passés, surtout la 3e, donc la dernière, où les projets étaient... Je pense qu'il y a eu quelques projets qui ont été acceptés parce qu'il fallait utiliser l'argent. Et donc, ce changement important dans la gestion financière de la commission, parce qu'on parle plus finance, je pense maintenant qu'on parlait avant, quoique le contenu reste quand même clé. Depuis que cette dimension-là existe, ou cette façon de procéder existe, le rôle de la commission et la position des membres vis-à-vis des projets a fortement changé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'avis des membres de la commission et le positionnement par rapport au projet n'est plus, on dit, on va faire un premier tour pour voir comment chacun se positionne, etc. Les membres de la commission, aujourd'hui, prennent leurs responsabilités du premier coup. C'est-à-dire, ils se disent, je pense que ce projet-là n'est pas forcément prêt à passer pour le moment. On ne dit plus le projet est moins bon ou pas bon. Ce n'est plus véritablement un vote qualitatif, c'est plus un vote de dire, dans la session d'aujourd'hui, voilà les projets que nous pensons pourraient passer. Les autres pourraient soit devenir un 2e passage ou un 3e passage. Donc, je n'ai pas connu les autres sessions parce qu'en fait, je suis arrivée, j'ai déjà dans ma vie essayé différentes façons de sélectionner les projets. Mais je pense qu'actuellement, c'est ça qui se passe. Donc, c'est une gestion, à la fois une structuration de la commission qui vit une crise, parce qu'évidemment, vous, c'est retiré. Donc, du coup, on perd 2 millions, et 2 millions sur un budget de 10, énorme, c'est 20%. Et cette nouvelle façon de procéder, de pouvoir transférer de l'argent d'une année à l'autre, et grâce à Jeanne et à son équipe, de grappiller, de se dire, bon, on peut peut-être récupérer un peu d'argent là, on arrive à éponger ce manque d'argent, mais c'est ce que je vais vivre l'année prochaine aussi, c'est-à-dire finalement une diminution des budgets et comment gérer. Je ne pense pas qu'il y ait une augmentation de la demande, parce que comme je vous ai dit, maintenant en plus avec les nouvelles plateformes, la télévision qui se développe, etc., le niveau des demandes est plutôt stable, sinon même légèrement diminué. On était pour 2016 à 433 projets déposés à la commission. Oui, mais il faut voir Credo. La fiction, je pense que la fiction, je pense qu'en documentaire et en court-métrage, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de baisse du tout, au contraire. C'est en long c'est particulièrement long. Ce n'est pas sur le total, mais c'est particulièrement en long métrage qui a plutôt tendance à une diminution des projets. Alors, je voudrais avoir l'avis, c'est le seul qui ne s'est pas exprimé sur la commission, Eric Van Buren, qui est vice-président actuellement de la commission du court-métrage et des films expérimentaux. Peut-être, Eric, tu peux aussi parler des documentaires, puisque une des spécificités du Centre du cinéma, c'est effectivement d'aider le long-métrage de fiction, mais aussi le documentaire, mais aussi le court-métrage, mais aussi les films expérimentaux. Et donc, toi qui es producteur et qui as été aussi président de l'Union des producteurs un certain temps, tu as peut-être une vision d'ensemble aussi sur les enjeux de la commission du film. Mon analyse à ce niveau-là, c'est que la commission s'est
a énormément évolué, elle s'est professionnalisée. Au début, il n'y avait pas de représentants des techniciens, des producteurs, des auteurs, il n'y avait pas tout ça. Il y avait aussi au début la demande, il n'y avait pas de règlement très spécifique. Donc, par exemple, les gens déposaient un devis de film et la commission décidait d'allouer X millions de francs, ce qui a amené au début les producteurs à déposer des projets totalement surévalués au niveau des devis. Et donc, petit à petit, ça a été très difficile de faire comprendre aux producteurs que ça ne servait à rien de déposer un projet surévalué, parce que voilà, l'enveloppe était fixe. Donc, ça s'est fait évaluer. En fait, ce qu'il y a eu aussi, c'est que la commission a commencé à faire appel par rapport aux plénières, par rapport au comité de concertation. Parce qu'en fait, je voudrais dire aussi que la commission, c'est un maillon dans toute cette cinématographie. Mais à côté de ça, il y a d'autres réunions qui sont le comité de concertation qui a vu le jour à une époque. Ça a énormément facilité les choses. Ça a permis des échanges envers toutes les associations. On peut le rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc un lieu où se réunit à la fois l'administration, le centre du cinéma, mais aussi tous les représentants associatifs, production, auteurs, avec les observateurs aussi qui sont là. C'est très important parce que c'est très important parce que c'est là qu'il y a aussi un délégué du ministre. C'est là aussi où tout le monde peut se rencontrer, se rendre compte que, et c'est pas pour leur donner des louanges, mais que l'administration roule pour nous. On est tous dans le même panier à ce niveau-là. L'administration tente de faire des propositions, on réagit aussi à ça, et c'est aussi toute une cinématographie, les auteurs, les producteurs, les distributeurs, les exploitants, tout le monde est autour de la table, et ça a amené l'évolution de la commission de sélection. Ça, c'est très, très important. Sans ça, elle ne fonctionnerait pas. Et à chaque plénière, les membres aussi proposent par rapport à ce qu'ils ont vécu dans l'année, proposent des modifications éventuelles. Donc, il y a eu cette commission de sélection qui était uniquement le long. Henri Ingberg s'est très bien rendu compte à un moment donné qu'il fallait ajouter la télévision. Donc, il y a eu la télévision, puis les documentaires. C'était d'abord des documentaires télé au début, puis c'est des documentaires de création, puis le cours, puis le Film Lab. On en vient d'en parler. Donc, tout ça, c'est bien structuré. Tout ça est maintenant très séparé, avec des enveloppes très précises. Et c'est vrai qu'en court-métrage et en Film Lab, moi, je n'ai aucun problème. Le seul problème, c'est de recevoir beaucoup trop de projets, surtout au premier collège. Et au Film Lab, le seul problème, c'est qu'on tourne un peu au rond au niveau de sa définition. Oui, c'est quoi un film expérimental ? Voilà. Il ne faut pas... Il y a tendance parfois à ce que ça devienne la poubelle, c'est-à-dire de tout ce qu'on ne sait pas où le mettre. Et effectivement, aujourd'hui, j'essaie toujours de dire, mais ça c'est d'une façon positive, au Film Lab viennent les films spéciaux. Je pense à un film comme celui d'Inès Rabadan, par exemple. Par exemple, oui, qui ne savent pas où aller. Voilà. Et alors aussi, ce que j'essaie, c'est qu'on se comporte, nous, à la Commission, en Film Lab aussi. C'est-à-dire qu'on a bien des règles qu'on doit suivre, qui nous ont présentées, mais on essaie de les oublier et d'analyser les films en oubliant un tout petit peu les règles. Alors, tu disais, Éric, que, et c'est vrai, la Commission du film, aujourd'hui, en Belgique francophone, n'est pas le seul lieu où, comme producteur ou comme auteur, on peut trouver un financement. Mais donc, justement, la question que j'ai envie de vous poser à tous, en vertu de vos expériences avec la Commission du film, c'est est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de la Commission du film et pourquoi ? Donc pourquoi est-ce qu'il faut défendre ce modèle, même si effectivement il y a d'autres guichets de financement ? Mais moi j'embraye sur le fait, ce que je dis tout à l'heure, c'est que sans commission de sélection, sans aide culturelle, il n'y a pas de cinéma européen, c'est mon avis. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un exemple, par exemple. Une partie du financement de la Commission nous a quittés, c'est-à-dire BTV a quitté. En réalité, cet argent est toujours là, puisqu'ils ont un cahier de charges à respecter. Mais ils pouvaient décider ou d'allouer les montants, donc un pourcentage de leur chiffre d'affaires, tout ça, à la commission d'élection, ou bien d'aider en direct. Ils ont choisi, depuis les nouvelles directions, d'aider en direct. Ce n'est pas la même sélection. Ce ne sont pas les mêmes films qui sont soutenus. Exactement. D'abord, ils vont
tenté de beaucoup plus aider des coproductions minoritaires, parce que dans les minoritaires, ça veut dire un vedettariat plus important. Donc c'est quand même le film majoritaire belge qui perd un peu des plumes à ce niveau-là. Et les critères de sélection ne sont pas les mêmes. Nous, dans la commission de sélection, moi je trouve que c'est un espace de liberté, il y a une diversification totale, et en fait, on n'a pas, malgré qu'on veut que les films fonctionnent et réussissent, mais on n'a pas en point de mire, est-ce que ce film va faire autant de spectateurs? C'est plutôt des spectateurs ciblés, c'est-à-dire si un film a un potentiel de 100 000 spectateurs et qu'il en fait 50 000, c'est un énorme succès. Si un film fait 500 000 spectateurs mais qu'il devait en faire 10 millions pour être amorti, c'est un échec. Alors, je sais que Joël voulait intervenir. Oui, je vais intervenir sur l'idée du rôle de la Commission. Oui, je pense que le rôle de la Commission est absolument déterminant pour les cinéastes belges. C'est absolument, à mon avis, à ce jour incontestable pour différentes raisons. D'abord parce que, comme Éric l'a expliqué, c'est un guichet qui est purement culturel. On n'exige pas qu'il y ait de dépenses locales qui soient faites et qu'on nous démontre qu'effectivement le film va être tourné absolument ou qu'il y aura X% de dépenses qui vont être faites comme font les autres fonds. Compte tenu que c'est un fonds culturel, il peut se permettre de prendre des risques. Donc, sur des premiers films, je pense que le rôle de la Commission est d'autant plus important sur les premiers et deuxièmes films qui sont toujours très difficiles, mais aussi que par rapport aux autres mécanismes qui existent, qui sont les fonds régionaux, qui ont une dimension totalement différente, comme je l'expliquais, qui, eux, financent des films qui ont une dimension économique. C'est-à-dire qu'effectivement, le scénario est important, mais l'effet de levier pour eux, qui fait en sorte qu'ils vont décider d'y aller, c'est comment cet argent-là combien ce film-là va rapporter dans la région. Et donc, on est véritablement dans une autre dynamique. D'ailleurs, si on regarde les films financés, que ce soit par Wallimage, Screen Flanders et Screen Brussels, on remarque effectivement que ce sont, dans certains cas, les mêmes films, mais dans d'autres cas, ce ne sont pas les mêmes films. Et donc, on se retrouve effectivement avec une complémentarité de guichets, possible ou non possible. On sait que le tax shelter peut aller dans tout. Mais s'il n'y avait pas la commission de sélection, je suis sûre qu'il y a un certain type de film qui ne se ferait pas. Et c'est la commission qui permet à des réalisateurs même, que ce les Les Dardenne, que ce soit Olivier Massé-de-Passe, que ce soit Joachim Lafosse, que ce soit Bouli Lanners. Je ne suis pas sûre que Wallimage ou que Screen Flanders auraient pris le risque sur le premier film de Bouli ou sur son court-métrage. Donc, c'est ça son rôle. Oui, je voulais dire qu'effectivement, cette complémentarité des guichets, ajoutée à la complémentarité des aides que l'on va forcément chercher dans les pays voisins. J'étais longtemps administrateur des Film Fonds à Luxembourg et j'ai vu autant de projets venant de la communauté francophone que j'en voyais à l'époque où j'étais président ici. Mais ça pose effectivement un certain nombre de problèmes sur le contenu et sur la structure même des projets. Parce qu'en fait, on en est arrivé, ou certains producteurs en sont arrivés, à devoir jongler compte tenu de ça. Des dépenses à faire en Wallonie, des dépenses à faire au Grand-Duché, des dépenses à faire en France, etc. etc. Et d'une certaine façon, ça oblige un certain nombre de contorsions dont je ne suis pas sûr qu'elles soient nécessairement bénéfiques au niveau du contenu du film et dont je ne suis pas absolument sûr qu'elles soient toujours tout à fait orthodoxes en ce qui concerne la gestion financière. Dan, je voudrais dire que au début, donc, dans le discours de Jean-Claude et de Henri, on sent bien que ce qui est important, c'est le réalisateur. C'est véritablement la création stricto sensu. Et alors, je pense qu'effectivement, elle a évolué, puisque ça évolue, ce genre de choses. Mais on possédait, avant même les commissions, déjà des réalisateurs. Il y avait Delvaux, il y avait Storck, chez les Flamands, il y avait Desgelin, il y avait Verhavert. Donc l'idée d'avoir des gens qui se servaient du cinéma pour faire une expression culturelle existait déjà. Ce que moi j'ai l'impression, c'est une impression, je ne peux pas la prouver, mais que dans la période que j'ai connue, le véritable développement, la véritable professionnalisation, ce sont les producteurs. Ce sont les tout premiers producteurs
étaient des producteurs qui étaient un peu des porteurs de signatures. Ils mettaient leur nom, mais c'était le réalisateur qu'on gardait, etc. Depuis, dans la période que j'ai connue, les producteurs sont devenus véritablement des acteurs et des acteurs déterminants des projets qui sont arrivés. Alors bien sûr, ça n'enlève rien à la force des réalisateurs, mais dans la force de présentation des projets, c'est véritablement les producteurs. Et si j'avais un peu de temps, je pourrais vous raconter une anecdote qui est intéressante. Très courte, parce que j'en parle parce que un de ces films va sortir maintenant. Rick Leven présente un projet avec comme producteur Artemis. Et c'est un projet qui est présenté en 1935 et finalement il ne se fait pas. À l'époque, on pouvait repasser assez aisément à la commission. Il repasse à la commission et dans ce même projet où on ne change pas une ligne, il y a une phrase qui dit « ce n'est plus en 1935, c'est en 1916 ». Alors on se demande, tiens, et le producteur, Patrick Quinet en l'occurrence, écrit « et ça ne changera strictement rien au film ». Mais je suis un tout petit peu gêné et je suis plutôt négatif en disant « si ça ne change rien, pourquoi est-ce qu'il nous a demandé un budget d'autant, etc., etc. » puisque le budget était diminué de moitié. Alors, il a fait preuve de tout son entre-gens et il demande à la commission de se réunir et de le recevoir. Et donc, les 18 membres de la commission, 2 collèges réunis, le reçoivent et il est au milieu et tout seul par son talent, sa qualité de présentation, son énergie, il a porté, le réalisateur n'était pas là, Rick Leven n'était pas là, mais il a porté le projet qui fait que bon, je ne sais pas, 25 ou 30 ans après, Rick Leven va sortir la semaine prochaine un film encore. Donc, il l'a inscrit dans la profession. Mais je pense que sans ce producteur à l'époque, les choses auraient été nettement plus difficiles. Alors moi, je voudrais repasser la parole à Jean-Claude Batz pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, tu y as fait allusion à l'historique. Donc, quand il parlait de l'importance du réalisateur, Jean-Claude Batz fut aussi producteur d'André Delvaux, qu'on a déjà plusieurs fois cité. Donc, avoir son avis sur ce rapport réalisateur-producteur et sur l'idéal qu'il faudrait dans ce duo aujourd'hui pour le cinéma francophone belge. Naturellement, quand on cite le nom d'André Delvaux, on se trouve dans un cas d'espèce déjà qui impose des solutions. Je veux dire, ce n'est pas la relation traditionnelle, habituelle, de la relation d'un producteur et d'un réalisateur. En fait, ce que je dis, je le pense dans beaucoup de domaines. Je le pense dans le domaine de l'édition du livre, comme dans le domaine de la production des films. Je pense que ce qui est la matière vivante relève de l'univers imaginaire d'un créateur, enfin de ce qu'on appelle un créateur. Et que par là, c'est l'élément auquel il faut avoir une considération particulière et principale. Mais c'est vrai qu'il est difficile aussi de s'accorder. Je veux dire, quand je vois les commissions de sélection, ce qui me semble être leur talon d'Achille, c'est le rabotage. Je veux dire que les commissions ont pour effet de dégager des valeurs moyennes là où la vérité est dans l'excentricité, en général. Et les valeurs moyennes se font plus moyennes à mesure que le nombre de membres de la commission augmente. Tout à l'heure, quand Dan disait « nous étions 2 », eh bien, je serais tenté de faire davantage confiance aux 2 qu'aux 15 ou aux 20 de la commission. Bon, parce qu'ils peuvent se tromper, c'est vrai. Et puis bon, s'ils se trompent, ce sera jusque-là. Mais si quelqu'un doit avoir raison, je pense qu'il y aura plus de raison qu'ils aient, eux raison à 2, que les 15 par ailleurs. Enfin, bon, ce n'est pas la question que tu me posais, mais je profite de la circonstance pour donner cette réponse-là. Alors, il y a une autre dimension qu'on a
qui a été évoqué par Eric, et je voudrais quand même que Jean-Claude en dise quelques mots, et peut-être aussi Henri Rohan, et tous ceux qui le veulent, bien sûr, c'est la dimension européenne. Puisqu'on est un petit pays, la Belgique, et dans la Belgique, il y a plusieurs communautés. Et est-ce qu'on peut parler de laboratoire européen? C'est ce qu'on disait à un certain moment quand Toto le héros a été à Cannes avec la caméra d'or, quand il y a eu C'est arrivé près de chez vous, quand il y a eu les frères Dardenne qui ont eu leur palme d'or. Donc comment est-ce qu'un si petit pays, et surtout du côté francophone, même si depuis ça a évolué du côté flamand, a reçu tant de reconnaissance à l'étranger, de reconnaissance par la critique, et en même temps reste, on ne peut pas élargir les frontières, un petit territoire en termes de marché économique. Et donc comment est-ce qu'on peut poser une réflexion sur l'originalité des talents quand on passe des frères Dardenne à Bouilly Lanners, à Joachim Lafosse, c'est quand même des cinéastes très différents les uns des autres, et un si petit territoire, donc est-ce que c'est grâce aux écoles, est-ce que c'est grâce à la commission du film, et puis avec cette équation qui reste insoluble, qui est que le marché francophone belge ne permet pas à lui seul de rentabiliser une production de long métrage, ou en tout cas dans très peu de cas. Je pense que personnellement, je veux vous dire, il y a peu de pays en Europe qui peuvent rentabiliser leur long métrage. Il ne faut pas non plus, il faut se rendre à l'évidence. Je pense que si on pense rentabilité, à ce moment-là, on fait des comédies, on a une approche complètement différente. Mais si on regarde l'Europe, je pense que s'il y a 10% ou 20% des films européens qui sont rentables, c'est énorme. Je pense que non. Je pense que c'est ça qui fait la richesse, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas axé rentabilité, on peut prendre des risques différents. Oui, puis un peu, il y a l'air du temps aussi. Je veux dire qu'il y a des cinématographies. La cinématographie roumaine, ça a duré quelque temps. Il y a la cinématographie grecque qui a explosé pendant un moment, et puis ça stagne. Donc je veux dire qu'à un certain moment, celle que j'ai appelée l'âge d'or pour la Belgique francophone, et peut-être que ça va arriver pour ça commençait à arriver il y a quelques années pour la partie nord du pays. On sent bien qu'il y a un certain moment où tout est porteur. Donc les choses se passent bien, et donc c'est vrai qu'on sent ce climat. Je veux dire, dans d'autres domaines, il y a eu un certain moment le free cinéma en Angleterre, il y a eu le cinéma au Danemark, il y a eu un certain moment la même chose dans de tout petits pays. Il y a un moment, c'est un peu miraculeux, où les choses se passent. La chose formidable chez nous, c'est que la commission du film s'est parfaitement adaptée à ce mouvement, l'a aidé, l'a porté, notamment par ce que je disais, la structuration de toutes les professions, le comité de concertation qui a réuni des gens qui brusquement se disaient qu'ils ne faisaient pas des choses un peu sur le côté en amateur, qu'ils étaient devenus un mode d'expression et une profession en même temps. Je pense qu'il y a quelque chose de porteur au départ dans ce pays dont je suis citoyen, mais dans lequel je ne suis pas né. Je veux dire qu'au départ, il y a un patrimoine absolument extraordinaire, un patrimoine pictural. Il y a cette chance extraordinaire d'une mixité de deux cultures. Et à partir de là, effectivement, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée, enfin, c'est pas un miracle, qui a été mis en place, ce sont les écoles de cinéma. Et donc il y a eu vraiment, et ça rejoint ce que dit Dan d'ailleurs, une synergie extraordinaire, une volonté politique, en tout cas portée par l'administration, qui parfois a dû se battre avec le politique à cette époque-là. Donc tout ça a engendré effectivement une cinématographie, une génération aussi. Et je veux ajouter une chose, c'est qu'en fait, c'est peut-être dû simplement à la proximité géographique, comme le programme média, enfin le centre du programme média était basé à Bruxelles. En pourcentage, les professionnels belges ont été les premiers, à la fois parce qu'effectivement, ils savaient qu'ils ne pouvaient exister en cherchant des issues ailleurs, mais en même temps ont très vite compris les possibilités de financement, mais aussi de synergie entre professionnels que présentait le programme. Et tout ça, c'est un ensemble, effectivement, qui amène à cette chose très mystérieuse. Pourquoi, aujourd'hui, y a-t-il une génération de footballeurs belges qui jouent dans les grands clubs à l'étranger, hein, à la même période? Marion voulait intervenir, je pense. Oui, mais Henri a déjà dit une partie de choses que je voulais dire, que je pense que si on a un cinéma
Mais je pense depuis André Delvaux ou depuis avant. Atypique, c'est parce qu'on vient d'un pays atypique, un pays qui n'existe pas, un pays qui est un rêve, mais un pays qui est un beau rêve, puisqu'on est quand même encore là. Et que donc cette diversité de langues, de cultures, fait que les cinéastes font des choses différentes des Français, différentes des... mais on ne se force pas à être différent. On est différent. On parle différemment. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Jean-Claude, pardon. Quand tu disais on était 2 ou on était 7, on était 6 membres de la commission. Quand moi j'étais présidente, on était 6, 7, 7. OK. Et on a... Ben oui, je ne crois même pas qu'on avait des suppléants. On était présent, point. On avait beaucoup moins de dossiers à lire. Donc on a dû éclater la commission en mettant une présidente générale pour le moment et des vice-présidents et des catégories. Mais on a, je ne sais pas, c'est l'administration qui pourrait répondre, combien de membres et de suppléants. Je crois que j'ai lu des histoires de 68. Il faut qu'on soit 68 pour être sûr d'avoir un nombre suffisant. Et je suis d'accord avec Jean-Claude. Je pense que 68 personnes qui ne siègent pas ensemble, et pas toujours au même moment, et qui ne sont pas toujours les mêmes, sont-ils tous pertinents? C'est très difficile d'être membre d'une commission et de ne pas se tromper. Et c'est vrai que moi, je ferais plus confiance à 7-8 top niveau qu'à 68 où il y a, forcément, il y a de tout. Mais je crois qu'on ne pourra plus revenir en arrière. On en parlait avant de se réunir. Plusieurs d'entre vous l'ont rappelé que le rôle d'un président ou d'une présidente, ce n'était pas forcément de défendre ses propres goûts cinématographiques, mais c'est d'avoir une vue d'ensemble et parfois de défendre y compris des projets qu'on ne serait pas les premiers à voir comme spectateurs, mais qui ont une cohérence artistique, une cohérence de production. Et donc c'est tout le débat. Ce n'est pas qu'une affaire de goût en tout cas, c'est également de... Et donc c'est difficile, parce que tout le monde n'est pas capable de s'élever au-delà de ses propres goûts personnels. Jean-Claude, je voulais profiter que vous soyez là parce que vous avez un rôle très important pour le cinéma européen. Henri Rohan aussi, il l'a rappelé à travers le programme Média, le programme de développement audiovisuel européen, soutien audiovisuel européen. Vous avez écrit un texte qui s'appelle « Le cinéma européen, un enjeu de civilisation ». Alors pourquoi c'est si important le cinéma en fait? Parce que ce qu'on dit pour le cinéma européen, si c'est un enjeu de civilisation, pourquoi c'est si important d'avoir un cinéma belge francophone? Parce que je crois qu'au long des dizaines d'années qui viennent de se passer, on a assisté de manière constante à la submersion du marché européen par les produits principalement américains. Il y avait des Français aussi, mais enfin, les Américains dominaient. Et depuis que la télévision est devenue un vecteur important, sinon principal, ça s'est renforcé. Donc je pense que, au long des générations et du nombre de personnes concernées, qui sont des centaines de millions pour l'Europe, l'incidence des produits sur le phénomène de conscience est devenue considérable. Et je pense que quantité de phénomènes qui relèvent aujourd'hui de la sociologie européenne n'ont d'explication que dans ce schéma-là. Vous parlez du nationalisme, du repli sur soi dans certains pays, de partis populistes qu'on voit naître un peu partout. Alors, je ne vais pas dire Donald Trump avait déjà une imagerie dans nos pays, non. Je n'oserais pas me hasarder là-dedans. Je voudrais dire autre chose. Je voudrais dire qu'en 1968, j'ai organisé une rencontre, toujours dans le même cénacle de l'Institut de sociologie. Je voudrais dire l'Institut de sociologie s'appelle l'Institut Solvay. Alors, à ce propos,
je voudrais quand même dire un mot. Solvay a été l'organisateur de toutes les rencontres d'avant-guerre et d'immédiate après-guerre des physiciens européens. Tout ce qu'il y a d'important dans ce domaine a trouvé là un premier écho. J'en parle à mon aise parce que mon oncle dirigeait le service de physique de l'Université de Bruxelles et quand j'étais petit, j'ai encore serré la main d'Albert Einstein. Bon, il faut avoir le nombre d'âge que j'ai pour avoir ce privilège, mais enfin, ça s'est fait comme ça. Et Solvay a été aussi le cadre, enfin en tous les cas, la maison du parc Léopold, qu'on appelle encore l'Institut Solvay, a été le cadre de ces rencontres sur le sujet dont nous parlons. Et à propos de l'Europe, en 1968, l'idée que j'avais développée, c'était celle de la mise en utilité du marché européen, dont la dimension était tout à fait comparable à celle des États-Unis, dans un schéma où l'aide d'État ne viserait plus à faciliter l'acte de production, mais où il viserait à organiser un réseau de distribution à l'échelle du marché, lequel serait à son tour le financier des producteurs. Ce projet, à l'époque, a été soutenu par les distributeurs, et notamment par le président de l'Union internationale des distributeurs, Agousti, qui voulait déjà jeter dans le panier les premières contributions à la chose. Ce projet a été aussi défendu par Antonio Pedro Vasconcelos. Alors, Vasconcelos a été l'émissaire du commissaire européen responsable de la culture, mais au départ de Jacques Delors qui avait organisé le colloque. Donc c'était en 93, en 93, pardon, et c'était la phrase de Jacques Delors à l'époque, c'était « l'audiovisuel n'est pas une marchandise comme les autres ». Oui. Oui. Donc c'est tout le débat de l'exception culturelle. Une fois qu'on a dit ça, il faut continuer. Et Vasconcelos a été chargé de diriger une commission qui a préparé le texte à soumettre au Parlement européen. En 1994, je me souviens d'avoir été dans le Parlement, il était ras plein. Or, il y a 800 ou 900 places, c'est considérable. Et Vasconcelos a fait un discours dans lequel il a dit, notre commission, pour la France, il y avait Michel Cotta notamment, notre commission a repris finalement toutes les conclusions du rapport de 1968 de notre premier colloque sur la question. Alors, j'ai ici le texte de Vasconcelos. Je le laisserai à votre assemblée. Je pense qu'il est intéressant parce que je pense une chose, c'est que le chemin pour le développement d'une cinématographie belge est plus court en passant par l'Europe qu'en passant par la Belgique. Je veux dire que si nous avions un moyen de distribution à l'échelle européenne que nous puissions mobiliser, nous en tirerions un profit plus considérable que de ramer pour faire émerger nos productions très difficiles à l'air libre. Henri Roanne veut intervenir, je pense. Disons que ça a été notre préoccupation, forcément, en faisant écho à celle des professionnels, au moment de la mise sur pied du programme Média. Et le premier projet, je pense le plus important, du programme Média,
a été la mise sur pied d'un système qu'on appelait à l'époque European Film Distribution Organization, EFDO, qui, dans l'absence effectivement de grands réseaux de distribution européenne, avait mis sur pied, les professionnels concertés ont mis sur pied, ce n'est pas nous, les gens de la Commission, ont mis sur pied effectivement un système de collaboration qui consistait effectivement à ce que un film européen puisse recevoir un montant X pour sa distribution en Europe, à partir du moment où au moins 3 distributeurs dans 3 pays différents soient associés à la distribution de ce film et fournissent, eux, 50% de ce budget de distribution, les autres 50% à l'époque venant du budget de la Commission. Ça répondait à ça, parce que les grands circuits de distribution européens n'existent toujours pas, de même que les grands... Enfin, on sait très bien que la structure des sociétés de production en Europe, à part 2-3 géants dans certains pays, ce sont des petites et moyennes entreprises. Et donc, tout réside toujours dans ça, dans la collaboration, dans les synergies. Et le rôle là-dedans de l'administratif et du politique, c'est effectivement d'accompagner et d'encourager, et jamais de se substituer. Je voudrais donner la parole à Joël, parce que je pense que tu t'intéresses aussi à cette question des coproductions. Et donc, est-ce qu'il y a un enjeu, justement, dans ce pas de deux qui pourrait exister entre, d'un côté, la défense d'un cinéma francophone, donc d'une cinématographie nationale, ou en tout cas d'une communauté, et des coproductions qui peuvent se développer? Le problème, c'est qu'effectivement, la coproduction est devenue pratiquement incontournable pour financer la majorité des films. Même en France, maintenant, les Français sont obligés de passer par la coproduction. Et c'est de voir comment, effectivement, la coproduction ne nuit pas au projet. Je pense qu'on avait parlé, effectivement, les fameux Europudding que j'ai connus à l'époque aussi quand j'étais au Canada, parce que, bon, ça arrivait jusque-là. Mais oui, parce que tout le monde lorgnait encore sur le marché nord-américain. Et donc c'est vrai que c'est un enjeu de taille aujourd'hui. C'est un enjeu de taille parce que les financements se resserrent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour financer des films dans le monde. Il y en a. J'étais à un colloque l'autre jour, on me dit, dans le financement privé, il y a de l'argent, etc. Comment on y accède et à quel prix? Et à quel prix, à la fois en termes d'argent pour les producteurs et à la fois à quel prix pour conserver au projet toute son identité. On a, avec la commission aujourd'hui, surtout pour les premiers longs métrages, on a ce débat qui est de dire, si vous êtes un premier film et que c'est une action qui se passe en Belgique avec quelques comédiens, essayez de faire le film 100% belge. Essayez de construire un film et de financer le film avec... C'est vrai que les moyens sont peut-être plus limités, mais essayez de lui garder son authenticité, ne perdez pas de temps à voyager, etc. Donc, la coproduction est un enjeu réel. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de fonds en Europe qui créent d'ailleurs des aides pour favoriser la coproduction avec leur pays. Il y a aussi des fonds eux-mêmes qui se créent des ententes de co-développement ou de coproduction. Bon, on peut citer, le CNC en a signé plusieurs. Il y a des ententes de coproduction entre pays germanophones, etc., pour essayer de s'unir, pour permettre à ces projets d'émerger. Mais je pense que c'est un réel enjeu. Alors pour les Belges, c'est d'autant plus un enjeu parce que la France était toujours le partenaire assez proche et finalement il y avait une façon de procéder qui s'était installée. Bon, les comédiens belges émigrent à Paris. Maintenant, il y a des comédiens français qui viennent vivre en Belgique. Donc, il y a un genre de passe-frontière. Mais sauf que la France resserre ses règles. Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour un producteur belge pour continuer à financer ses films? Vers où se tourne-t-il? Est-ce qu'il va aux Pays-Bas, qui est de plus en plus ouvert à la coproduction? Va-t-il en Allemagne? Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un projet soit accepté par un producteur étranger? Du point de vue de la commission du film, en tout cas, avec un axe culturel, c'est qu'on garde la singularité. Exactement. Du Mais projet. évidemment, c'est compliqué pour la commission parce qu'elle est le premier guichet. Donc, et c'est pour ça que maintenant, depuis 2 ans, le Centre du cinéma a mis en place une évaluation des projets après sortie en salle. Et en fait, parce que la commission, elle reçoit un scénario, elle prend une décision,
le scénario va encore être soumis à d'autres guichets, que ce soit en Belgique ou à l'international. Et qu'il y a, entre le moment où la commission prend sa décision et le moment où le film sort en salle, toute une vie qui existe au projet et qui échappe complètement à la commission. Et ça entraîne des modifications au projet importantes. Ça peut être des modifications au budget, ça peut être des modifications au niveau du casting, parce qu'il y a eu des compromis qui ont dû être pris. Et donc, effectivement, nous, on encourage beaucoup les producteurs à se tourner vers d'autres pays que la France, parce qu'il y a des ouvertures de ce côté-là. Mais c'est un genre de... Bon, Marion l'a vécu avec son dernier film, elle était obligée d'aller jusqu'en Croatie pour trouver de l'aide, mais il faudrait lui demander est-ce que ça a dénaturé... Je pense qu'elle voulait intervenir. Est-ce que ça a dénaturé son film? Donc il faudrait lui demander. Mais parce qu'en plus, les paysages sont magnifiques en Croatie. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec Jeanne Brinfo, entre autres, est très, très, très active par rapport à ces potentielles coproductions, parce qu'ils sont conscients que, à part pour un very, very low budget tourné entièrement en Belgique, qu'on peut peut-être financer ici, on n'a pas le choix. Et donc, ils signent des accords constants, des traités bilatéraux avec, si j'ai bien compris, très prochainement, des pays d'Amérique latine. Il y a un pot particulier, une commission particulière pour les coproductions avec la Flandre, des accords croisés qui sont très efficaces, qui nous donnent des bouffées d'oxygène, aussi bien pour les films néerlandophones que pour nos films à nous. Donc il y a une réelle recherche et une réelle conscience de ne pas dénaturaliser nos projets, qu'ils restent belges, atypiques, francophones, même si on tourne dans une autre langue, c'est pas ça le propos. Mais je les remercie de mettre en place tous ces mécanismes pour aider les producteurs. Et c'est vrai que si la France n'est plus du tout un partenaire privilégié depuis 3-4 ans, je dirais, hein, plus de Canal+, mais plus de CNC, on connaît les raisons, on ne va pas les expliquer, enfin on croit connaître les raisons, on ne va pas les expliquer, eh bien, on est obligé de se tourner vers la Croatie, la Roumanie, divers pays qui sont européens et qui ont des techniciens formidables, des coûts moins chers que chez nous, et qui sont extrêmement intéressants. Oui, parce qu'en fait, il faut reconnaître que dans le contexte, effectivement, de développer cette dimension européenne, il y a quand même une convention qui a été signée par 42 pays ou 43 pays européens, qui s'appelle la Convention européenne de coproduction, qui permet maintenant à pratiquement tous les pays européens à travailler ensemble. Bon, avec des paramètres de pourcentage sur les droits du film, etc., mais qui permet d'alléger considérablement les démarches des producteurs avec d'autres coproducteurs à l'étranger. Ouais. Je pense que le temps tourne, mais je voudrais aborder une dernière question avant de vous laisser à chacun le souhait de conclure. Vous aurez chacun la parole pour faire une petite conclusion, mais c'est la question du cinéma d'auteur. Parce que ça rejoint, je pense, ce que disait Jean-Claude Batte sur son souhait de pouvoir avoir une distribution européenne, et ce que tu viens de dire sur les coproductions, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, quand un film va à Cannes, par exemple, quand on pense aux Frères Dardenne, quand on pense à Chantal Akerman ou à Jean-Jacques Adrien, on pourrait citer plein de cinéastes belges importants qui ont été reconnus dans les grands festivals, et du coup, leurs films sortent dans plein de pays. C'est pas pour autant que ces films vont faire des succès commerciaux. Un film de Chantal Akerman, il y a des films de Chantal Akerman qui n'ont pas été des succès commerciaux gigantesques, mais elle est reconnue internationalement. Ces films sortent parfois dans 50 pays dans le monde. Donc est-ce que c'est pas aussi un formidable ambassadeur, le cinéma francophone, au-delà de la rentabilité économique, par le réseau, grâce au festival, grâce à la reconnaissance? Et donc, est-ce que c'est pas important pour le politique de défendre? C'est ambassadeur pour l'étranger, mais c'est justement tout ce travail qu'aujourd'hui on doit encore faire et qui n'est pas le travail de la Commission, qui est comment parvenir à être reconnu chez soi. Parce qu'en fait, c'est une assise très importante d'être reconnu d'abord chez soi. L'information est mondiale. Quand vous avez un film qui sort en Belgique et qui fait 5000 spectateurs, pour les autres pays,
c'est déjà un handicap, alors qu'il aurait peut-être eu des prix. Ça, c'est très important. Par rapport à la spécificité du cinéma belge, quand tu dis, je pense que le cinéma belge, sa force, c'est justement d'être, belge francophone, c'est d'être issu d'un petit pays qui est en fait sous influence. Pour moi, les cinéastes belges sont sous influence, mais c'est un côté positif, c'est-à-dire qu'ils vont se sourcer auprès de tas de cinéastes étrangers. Le français a moins cette chance parce qu'il vit aussi en vase clos. Et donc son cinéma est un cinéma qui fonctionne assez bien en France. Ce n'est pas un cinéma qui s'exporte aussi bien. Sauf les quelques films d'auteur qui se retrouvent à Cannes, par exemple. Mais le film d'auteur, c'est une particularité. Je pense que le film d'auteur est international. Tandis que le film de grande consommation, bon, les Deux Funès, des films comme ça, restaient en France. Danny Boone, il ne sort pas de France. Ce qui sort de France, il vend le format. Il vend voilà, on refait un Danny Boone ailleurs. Son très gros succès, on l'a refait en Italie, en Espagne, en Allemagne, avec d'autres comédiens. C'est la même histoire. Ils avaient compris que opposer le sud et le nord d'un pays, ou l'est, aux États-Unis vont faire l'est et l'ouest, mais ce n'est pas le film de Danny Boone qui s'exporte. Les films d'auteur sont plus internationaux. Alors justement, on va passer à la conclusion, et donc je commencerai par donner la parole à Dan, parce que tu parlais d'âge d'or. Donc comment faire pour garder, parce que je pense qu'il y a une unanimité, un consensus qui ressort de ce tour de table, c'est qu'il y a des vraies richesses dans le cinéma francophone belge, qu'il y a des talents du côté des cinéastes, qu'il y a une union entre cinéastes et producteurs qui a porté ses fruits. Donc comment on peut se projeter dans l'avenir pour que les jours soient, sinon meilleurs, en tout cas aussi beaux que du temps de ton âge d'or? Je ne sais pas. Je veux dire, les considérations ont véritablement changé. Je pense que ce côté belgo-belge qu'on a beaucoup souligné ici, je suis un peu moins sûr que c'est vrai. Je prends par exemple, on l'a cité beaucoup de fois, Joachim Lafosse, dans L'économie du couple. Est-ce que c'est véritablement un film qui porte le cachet du Brabant wallon? Je ne suis pas sûr. Donc fondamentalement, je pense que les coproductions, ça apporte quelque chose, et ça apporte quelque chose, justement, c'est vrai ce que disait Henri, que de temps en temps, il faut tourner un truc à Luxembourg et un autre à machin pour pouvoir avoir de l'argent. Mais il n'empêche que le producteur belge est obligé de trouver un coproducteur, et que ce coproducteur ne va pas être un automatisme. Il va lire le scénario et il va le monter. Et je pense que pour l'instant, nos coprods sont souvent meilleurs, si je puis dire, qualitativement. Enfin, moi, spectateur, et c'est ma seule qualité, je suis cinéphile et pas professionnel. Moi, je suis vraiment tout à fait ravi quand je vois des films de chez nous qui sont ce que nous appelons dans notre jargon des majoritaires, mais qui sont réalisés par des gens de chez nous. La commission a aidé à souligner, à signaler aux producteurs pour le permettre d'aller au CNC ailleurs, en Angleterre, où vous voulez, pour essayer de faire des coproductions. Moi, je suis plutôt favorable, à part une petite première période où pour un tout jeune, et on peut faire un low budget, mais je pense qu'un film, on voit aujourd'hui, c'est comme ça, je pense qu'un film, on voit quand il manque de l'argent, on le voit à l'écran, et qu'à un certain moment, c'est comme si, au lieu de faire une statue en marbre, on l'a fait en savon. C'est pas la même chose, même si ça a la même forme. Ça nous amène effectivement à la complémentarité. Tu parlais de cinéma d'auteur. Bon, c'est devenu un terme un peu flou et peut-être un peu snob, etc. Et on a tendance effectivement à y voir quelque chose de très élitiste, etc. Mais je crois qu'effectivement, l'originalité, la créativité, d'une part, appuyée effectivement sur de vraies structures professionnelles. Et c'est là qu'effectivement, autrefois, il y avait une querelle auteur-producteur. Je crois que celle-là, elle est, enfin, dans l'ensemble, elle est dépassée, sauf de la part de gens qui ont des égos démesurés et qui se sentent immédiatement bridés lorsque quelqu'un veut leur indiquer un certain nombre d'orientations. Donc ça me paraît, c'est dans ce sens-là, effectivement, que j'abonde avec Dan. Il y a un terme sur lequel je voudrais revenir, c'est celui de la rentabilité.
nous sommes là dans un piège. La rentabilité, on nous explique la rentabilité économique. Effectivement, en soi, sur la base de ces recettes, la plupart, la grande majorité des films, quel que soit le succès critique qu'ils puissent avoir, sont déficitaires. Mais lorsqu'on considère effectivement les retombées, je ne parle plus d'ailleurs simplement des retombées culturelles, des retombées de prestige, mais en réalité, lorsque les retombées économiques du tournage d'un film sur d'autres secteurs d'activité dans un pays sont généralement aussi considérables, sinon plus considérables que le budget investi du côté culturel. Effectivement, c'est d'autres caisses. Mais sinon, en soi, c'est faux de dire que le cinéma n'est pas rentable si on a une vision, je dirais, plus globale de ce que c'est la rentabilité économique. Mario, quelques derniers mots sur l'avenir. Quels sont les combats à mener? C'est peut-être un terme un peu obsolète, combat, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour le cinéma belge francophone dans l'avenir? Son prochain film, par exemple. Ce serait une bonne réponse. Merci, Dan. Non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est... je parle à nous tous, hein, cinéastes et producteurs, il faut rester soi. Et c'est tout. Jean-Claude? Oui, mais... Moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que le détour européen peut être quelque chose d'intéressant. Mais enfin, il faut examiner ça à tête reposée. Alors, je me propose de vous laisser 2 documents qui, à la différence de ceux que je fais habituellement, sont confidentiels. Ici, c'est 4 ou 5 pages, et puis j'ai un petit texte, un petit fascicule d'une dizaine de pages que je vais vous remettre. Au fond, je fais appel à votre sens critique, parce que j'ai eu peu de public critique jusqu'à présent, et c'est utile pour progresser si on veut progresser. Ou bien vous me direz que ça ne vaut pas la peine, et bon, on enterrera les choses. Mais je pense que ça a un intérêt, et je pense que la situation particulière géographique qui est la nôtre ici à Bruxelles, ceci est un document de la Commission, avec des gens qu'on peut rencontrer physiquement, avec qui on peut parler, peut être un atout pour faire progresser les idées. Donc, je vous soumets ça, et à Dieu va, il en sortira ce qu'il faudra. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'en quelque sorte, la boucle serait bouclée, puisqu'on commençait par parler du document qui avait permis la naissance de la Commission, même en 63, le colloque sur le cinéma belge, c'était... Le colloque sur le cinéma belge, c'était 63 décembre. Voilà, 63. Et le colloque sur l'Europe, c'était 68 avril. C'était juste avant le mouvement de mai. Oui. Alors, Eric, est-ce que tu as envie de donner quelques mots sur l'avenir? Comment tu vois les choses pour le cinéma francophone belge? Mais pour moi, il faut continuer comme on a débuté. C'est-à-dire, je ne pense pas... S'il y avait des recettes, on les connaîtrait et on serait tous très contents, les producteurs riches et les réalisateurs mieux payés et des succès d'audience. Donc on ne connaît pas la recette dans aucun des territoires. Donc il faut continuer comme on le fait, c'est-à-dire rester très attentif à ce qui se passe au moment même. En fait, je pense par exemple que la force de Spielberg, c'est qu'il a toujours fait un cinéma qui correspondait au public qui existait à ce moment-là. Si on regarde E.T. aujourd'hui, c'est un film pour les preschool. Et nous, on a été le voir en tant qu'adultes. Donc je crois qu'il faut être attentif au public d'aujourd'hui et on doit œuvrer dans différentes directions. Je pense que toutes les directions, c'est la conception et la fabrication d'un film, mais c'est aussi sa consommation, c'est-à-dire je vais participer prochainement à un colloque entre culture et école et ça me semble indispensable que les écoliers d'aujourd'hui deviennent des cinéphiles ou des spectateurs de demain de notre cinéma. Voilà. J'ai peur de tout ce qui est règles. Je pense qu'il ne faut pas de règles, qu'il faut être ouvert à tout. Et je crois qu'actuellement, la Commission, elle est ouverte à tout, dans différentes directions. On vient d'apprendre que tout d'un coup,
sous la demande de l'administration, la ministre a été d'accord d'octroyer, il y a des gens qui vont crier là-dessus, sur l'aide à 3 longs métrages d'un devis de 100 000 €. Alors, c'est très très peu, mais il y a des tas de films. Moi, j'ai vu des films en festival qui se sont faits pour 25 000 €. Alors, il est évident que si on commence à discuter, est-ce que tout le monde a été bien payé et tout ça, je pense que nous tous dans la vie, on démarre souvent uniquement par passion. Et c'est après qu'on a les retombées de ces passions. Alors Chantal, vous qui été aussi, de par votre expérience dans le marketing, dans le mécénat culturel, quel est l'avenir pour le cinéma belge francophone? Comment vous voyez les choses? Je me faisais la réflexion que dans tous les domaines culturels, que ce soit la littérature, que ce soit la sculpture, que ce soit la danse, on ne met pas en cause le problème d'avoir des vitesses différentes en termes d'auteur ou de grand public. C'est accepté. En fait, on a parlé beaucoup de budget, d'argent, parce que la difficulté dans le cinéma, c'est l'importance des budgets et de ces montages qui sont très lourds. Donc, évidemment que le cinéma d'auteur a sa place. Certains vont disparaître avec le temps, d'autres seront des références pour les générations en cours ou futures. Ceci dit, je partage tout à fait le sentiment que la Commission, en tant que prise de risque et de soutien à des auteurs en confirmation, a toute sa place, et qu'on n'a pas trouvé d'autres recettes avec toutes les personnalités et les administrations qui ont travaillé depuis X années là-dessus. Donc voilà. Par rapport au nombre de membres, ça c'est uniquement mon expérience en court-métrage, la plupart du temps, un projet passe à 5-0, on est 5, à 5-0 ou 4-1. Et après, il n'y a même pas de 3-2, c'est des 0-5 ou des 1-4. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas, c'est pas un consensus, c'est simplement une même vision du projet qu'on nous dépose. Voilà, donc je préfère être à 5 qu'à 2. La responsabilité à 2 est énorme, mais à 5, je le vis positivement pour le moment. Alors Joël, certains producteurs, certains réalisateurs affirment que sans la Commission, ce n'est pas possible de faire un film en Belgique francophone. Comment on peut voir l'avenir et l'importance de la Commission du film et comment elle doit répondre à Moi, je pense aux que enjeux. je vais rejoindre beaucoup ce qu'Éric a dit, parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde a changé. Hein, au niveau de la communication, au niveau des médias, au niveau de l'audience elle-même. Maintenant, vous choisissez, les jeunes, ils choisissent son contenu. Ce n'est pas le contenant qui décide pour son audience. Donc ça, je pense qu'il faut en tenir compte. Donc à partir de là, c'est comment effectivement être le plus proche possible de ce que les jeunes ou les moins jeunes ou les gens comme nous aiment, comment être le plus proche de ça et le plus ouvert en même temps à des formes de création qui peuvent être variables. J'étais la semaine dernière à Sérimania, la série est en train de faire ses pas, beaucoup de place. J'ai entendu des conférences sur le web, des formats hyper courts de 1 ou 2 minutes. Et donc, c'est comment une commission peut le mieux possible accompagner la création. Et dans effectivement un cadre budgétaire, un cadre quand même assez lourd, qui est les cadres législatifs, qui est quand même assez compliqué, donc qui pénalise un peu la rapidité d'action de la Commission. Donc pour des changements, ça prend 1 an, donc on a peur toujours d'être un peu en retard par rapport à ce qu'on a proposé. Donc non, moi je pense que c'est ouverture, soutenir la création, prendre des risques, et voilà. Il y a une particularité qui est née depuis l'année passée ou 2 ans, c'est qu'en long métrage, par exemple, il n'y a plus de rapporteur. Donc il y a un contact direct entre l'auteur, réalisateur, accompagné de son producteur, et la commission. Donc si la commission a des doutes, elle peut poser des questions et l'auteur peut répondre immédiatement. Et s'il n'est pas habile à répondre, la commission n'est pas là pour l'attaquer. Elle le met en confiance. Moi, j'ai passé une commission avec une réalisatrice qui a à un moment donné perdu les pédales et la commission ne l'a pas attaquée. Elle a senti sa faiblesse à ce niveau-là et elle l'a remis sur pied pendant l'audition. Et le projet a passé et je croyais que c'était fichu. Alors, en tout cas,
Voilà, donc ce sera le mot de conclusion, si vous êtes d'accord. En tout cas, on s'est tous réunis ici grâce à l'initiative du Centre du cinéma, Eric Franzen et Jeanne Brinfo, que je remercie, Véronique Paco aussi, pour faire une sorte de bilan d'étape sur les 50 ans de commission du film. Alors, il y a évidemment des absents, il y a certains présidents qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'étaient pas disponibles, d'autres malheureusement qui ne sont plus de ce monde. Mais en tout cas, je trouve que c'était bien de vous avoir tous réunis ici. J'espère que ceux qui nous verront pourront en tenir certains enseignements. Et je reprendrai 2 formules, celle d'Éric qui disait qu'il ne faut pas trop de règles, mais c'est bien quand même qu'il y ait un cadre qui est celui de la commission qui permette au film de se faire. Et ce que disait Joël, c'est-à-dire garder la prise de risque, miser sur les talents présents et à venir. Et aussi, je pense que c'est un point sur lequel on sera tous d'accord, sur la diversité, qui n'est pas un seul cinéma, mais plusieurs cinémas. Je pense que c'est une des spécificités du cinéma francophone belge, c'est qu'il y a des œuvres très différentes les unes des autres, des cinéastes très différents, et je pense que c'est une richesse qui a été rendue possible notamment grâce aux écoles et à la commission. Donc merci. Il faut croire au film majoritaire. On a la preuve avec La Trêve et Ennemi public, qui sont des productions de télévision majoritaires. Elles ont réussi. Et elles ont réussi pas que chez nous. Les audiences sur France 2 ont été très bonnes. Oui, puis... En fait, c'est de savoir où est-ce qu'on met l'argent. Et c'est ça l'évolution de la commission actuellement. Ce n'est pas dans les paillettes ni dans ce qu'il y a sur l'écran au niveau des décors et tout ça. C'est dans l'œuvre. Et soutenir la création. Il faut mettre plus d'argent. Il ne faut pas que l'auteur reste seul. Il faut qu'il accepte d'avoir pas des co-auteurs, mais des sparring partners, des gens qui l'aident pour que son film devienne... Aux États-Unis, il y a 15 personnes avant que le scénario est arrivé et fini. En tout cas, je vous remercie tous. Et, merci beaucoup. Je ne dirais pas dans 50 ans, mais c'est tout le bien qu'on pourrait se souhaiter. Mais... Merci. Ok, on fait un table de fin. Ouais, tout le monde main. Ouais. Je crains effectivement qu'on te souvienne. Je voudrais bien un silence raccord. Donc, comme vous avez tous